Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lilia, booktubeuse et bookstagrammeuse sous le nom Lire avec Lilia. Bonjour Lilia. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, tranquille. Merci d'avoir accepté ma demande de participation pour mon podcast. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est une très belle initiative, je trouve. Donc, je suis très contente d'en faire partie. Merci. D'abord, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors moi, du coup, je m'appelle Lilia, j'ai 28 ans. Je suis sur Booktube depuis 2015, donc ça fait maintenant 7 ans. Et je suis française, mais je vis en ce moment aux États-Unis, puisque c'est là que je fais mes études. Et je suis actuellement en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. D'accord. Et donc avant ça, tu as toujours grandi, enfin, tu es née en France, tu as grandi en France. Ouais, c'est ça. Je suis née en France, dans l'est de la France, dans un petit village. Moi, à la base, je suis campagnarde. Ok. On vit à la campagne et après, j'ai bougé un petit peu en France pour mes études. Et ouais, c'est en 2018 où j'ai décidé de sauter le pas et d'aller vivre aux États-Unis pour de bon. Ah ouais, pour de bon? Ah donc tu comptes pas, tu comptes pas revenir du coup après ton doctorat? Pour de bon. Ben, en vrai, je sais pas. Ok. Là, oui, donc en ce moment, du coup, je fais un doctorat. Je suis en 3e année de doctorat. Et il me reste techniquement 2-3 ans encore. Je sais pas du tout où le vent va m'emmener et j'aime bien l'idée d'être libre et de pouvoir bouger comme je le souhaite. J'ai pas vraiment d'attache aux États-Unis. Si jamais il y a une opportunité d'emploi, parce que ça va surtout jouer là-dessus, qui se propose, je sais pas moi, au Royaume-Uni ou Canada ou ailleurs, c'est quelque chose que j'envisagerais parce que les États-Unis, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui me déplaisent en fait aux D'accord. États-Unis. Et du coup, en fait, je suis pas sûre de vouloir passer ma vie ici. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Et est-ce que tu as d'autres passions à part... Enfin, on n'a pas parlé de tes passions du coup, mais je suppose que le voyage, c'est une de tes passions. Et non? Je le compte pas vraiment comme une passion. J'aime beaucoup voyager. Je sais pas si c'est une passion. Ça me procure. C'est difficile à expliquer, mais c'est au-delà de la satisfaction personnelle de voyager. J'aime beaucoup, bien sûr, découvrir des cultures, etc. Mais le fait de me mettre dans des situations où je dois me débrouiller toute seule, parce que, tu vois, déménager aux États-Unis, c'était plus qu'un voyage. C'était Oui, là, oui. Oui. C'était un changement de vie radical, c'était un saut dans le vide un peu. Et je me suis rendu compte avec les années que, bien sûr, j'aime bien voyager 1 ou 2 semaines et après rentrer, mais surtout que j'aime bien me mettre dans des situations un peu extrêmes, entre guillemets, où je suis confrontée à moi-même et que je dois me débrouiller toute Ouais, t'as seule. pas tes repères. Voilà, c'est ça en fait. Parce que j'aime trop voir comment je réagis dans certaines situations et surtout constater qu'à chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Et c'est là que je puise beaucoup d'amour-propre et de satisfaction personnelle. Bah, c'est très honorable en tout cas. Bah, après, moi, c'est un peu quelque chose que j'ai vécu aussi. Je suis partie vivre en Allemagne, en Espagne, en Belgique. Enfin, j'ai fait un peu le tour de l'Europe et ouais, je comprends un peu ta sensation ouais, de bien-être et d'autosatisfaction. T'es partie dans le cadre de tes études ou... Oui, pour l'Allemagne et l'Espagne, oui. Je suis partie en Master 1. Enfin, j'ai fait 6 mois en Allemagne et 2 mois à Madrid pour un job d'été en laboratoire. Et puis après mes études, je suis partie vivre en Belgique 1 an. Super. Et à chaque fois, tu te débrouillais par rapport à la langue, la culture? Bah oui, parce que j'avais pas trop le choix. Enfin, en Allemagne, j'avais des bases d'allemand, mais je parlais pas couramment. Donc, puis comme j'étais partie dans le cadre d'un Erasmus, on pouvait tous parler anglais.
plus ou moins. Donc, je me débrouillais comme ça en parlant anglais et en ayant, on va dire, les formules de politesse en allemand, quoi, quand Ouais. je me déplaçais à l'extérieur. L'Espagne, j'en connaissais pas un mot. Enfin, l'espagnol, du coup, pareil, je parlais anglais. J'avais 2-3 mots pour la politesse, mais voilà, c'est tout, quoi. Mais j'étais avec des amis qui parlaient, qui avaient des bases, on va dire, plus solides que moi, donc ça va. Ouais. Et la Belgique, j'étais dans la partie flamande, donc je parlais pas le flamand non plus. Et bah, je communiquais en anglais en fait. C'est l'anglais qui m'a sauvée. Ouais. Ouais. Et pour la Belgique, pourquoi cette partie-là de la Belgique? Parce que j'ai trouvé du travail là-bas. Enfin, c'est plus ou moins ouais, le travail qui guide aussi mes déplacements. Donc, je suis partie vers un volontariat international en entreprise et j'ai trouvé du travail qui correspondait à ce que je voulais et à la formation que j'avais eue avant. D'accord. Voilà. Alors, on va en revenir à toi un peu plus. On va parler de ton activité de booktubeuse et de booktagrammeuse. Donc, tu as commencé par ouvrir ta chaîne YouTube avant ton compte Instagram, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et pourquoi tu as choisi YouTube pour créer du contenu littéraire? Alors, il y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais en fait, moi, YouTube, j'y suis depuis que je suis en 3e, en fait. Ah, d'accord. Ouais, à l'époque, bon, j'avais 15-16 ans, on faisait des vidéos de musique avec ma meilleure amie de l'époque. On était toutes les 2 chanteuses, et on faisait des reprises et moi, j'avais lancé l'idée donc de faire en plus, ça marchait très bien à l'époque, les reprises, on appelait ça des covers, tu sais? Oui, oui. Ça marchait très bien à l'époque. Du coup, bah, on se filmait avec la caméra de l'ordinateur et on a ouvert une chaîne YouTube qu'on a gardée quelques années. Après, bon, bah, l'amitié s'est terminée et on a pris des chemins différents. Mais pendant plusieurs années, moi, après, j'ai continué toute seule. J'avais acheté du matériel, micro, etc. Je m'enregistrais, bref. Et en fait, en 2015, c'est l'année où ça commençait un peu à devenir bancal au niveau professionnel pour moi. Ah, d'accord. Et du coup, bah, c'est là que j'ai repris la lecture, parce que la lecture a toujours été une passion. Je m'étais arrêtée pendant quelques temps, pendant quelques années. En 2015, ça a repris et j'avais toujours cette envie de partager avec les gens. De partager avec des gens, parce que j'avais personne dans mon entourage immédiat qui pouvait réellement parler de lecture avec moi. Et du coup, bah, YouTube s'est un peu imposé comme la solution la plus évidente, puisque j'avais toujours été sur YouTube. Donc, en fait, je crois que je connaissais même pas tant que ça Booktube. Je me suis vraiment lancée dans la communauté sans vraiment la connaître. Et c'est une fois que j'ai commencé à faire des vidéos que j'ai commencé à regarder les vidéos des autres. Et c'est pour ça que c'était pas... Pour moi, c'était le choix logique, vu que YouTube, ça avait toujours été une plateforme que j'avais aimée. Ouais, c'est là où tu te sentais le plus à l'aise et puis tu avais déjà quelques codes, entre guillemets, avec les formats que tu proposais avant. Ouais, totalement. J'avais pas peur de la caméra, je connaissais un peu le montage, comment ça fonctionnait. Donc, ouais, non, pas peur du tout, quoi. Et tu as commencé avec quoi au début sur YouTube? Enfin, quel type de vidéo? Je crois que c'était des bilans lecture. Je crois que vraiment ma toute première vidéo, ça a été un bilan lecture. Et après, ça a été un book haul. Ouais, c'était ça. Et après, je me souviens que j'avais fait une vidéo sur un livre qui m'avait retourné un peu le cerveau. C'était un livre de Guillaume Musso, je me souviens plus du titre. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais mes premières vidéos n'étaient pas très originales, mais je crois que c'est ça aussi qui m'a aidée à me faire connaître, parce que je me souviens, maintenant qu'on en parle, que ma toute première vidéo avait été pas mal regardée et pas mal commentée par la communauté. Donc, ouais, j'ai commencé avec un bilan lecture. Ouais, c'est les formats un peu classiques, Mhm. enfin, qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, malgré tout. Ouais, qui marche toujours bien. Ouais, comment tu l'expliques que même en 7 ans, enfin, tu peux, si tu as envie de te lancer
dans la communauté littéraire, comment ça se fait qu'en t'appuyant sur des classiques, tu peux tout aussi bien marcher? Alors, je dirais pas tout aussi bien Enfin, marcher. ouais, peut-être pas tout aussi bien marcher, mais au moins avoir une certaine visibilité dès le début. Je pense que, alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Ouais, À l'époque, il y avait une place à se faire en 2015. ok. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus d'efforts sur le contenu, sur la présentation, sur les plateformes que tu utilises, etc. Si vraiment tu veux te faire une place et potentiellement vivre de Booktube, ce qui est très dur aujourd'hui dans le Booktube francophone. Mm. J'avoue que c'est quelque chose qui m'interroge parfois quand je vois des filles qui se dédient entièrement à ça. Je suis assez admirative. Je me dis juste comment elles font parce que quand je vois les revenus, en tout cas que offre YouTube, c'est pas possible de vivre qu'avec ça, mais je pense qu'il y a aussi des partenariats à côté. Mais Ouais. bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement des formats de vidéos qui fonctionnent, qui sont un peu des repères et qui permettent de te créer ton identité et de faire ta place dans la communauté Booktube. Donc, je pense tout de suite au book haul Mm. et au bilan lecture. Par contre, je suis convaincue qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure Booktube, il va falloir être plus créatif. Ouais, innovant. Proposer des choses innovantes qui sont plus en accord avec ce que les gens veulent regarder aujourd'hui. Tu vois, je pense à TikTok, donc des petits formats, des trucs un petit peu qui attirent l'œil, tout ça. Aujourd'hui, faire uniquement, je pense, faire uniquement des bilans lecture et des book hauls, ce ne Ouais, serait pas c'est pas suffisant assez. pour qu'une personne fasse sa place. Mais quand je pense par exemple à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, que j'aime beaucoup, Séverine a une communauté qu'elle s'est forgée depuis des années. Séverine ne fait pas spécialement des vidéos hyper novatrices, mais ce qu'elle fait, ça marche. Et les gens Mm. adorent, et moi-même, j'adore. Parce que justement, elle est là depuis plusieurs années et que les gens la suivent, surtout pour sa personnalité et parce qu'on lui fait confiance. Ouais, faut être régulier et être assez authentique. Ah oui, ça Si c'est. tu viens avec des intentions derrière, ça se remarque, je pense. Ah, je sais pas si ça Enfin, se remarque. je pense que ça se remarque si tu commences à t'adresser à la personne, comment dire, directement, quoi. Si tu essayes un peu de creuser, ouais, En, en commentaire et en ouais, c'est DM, ça. ouais. Ouais, peut-être à ce niveau-là, ouais. La régularité, c'est clairement primordial Mm. parce que l'algorithme te cache sinon. L'authenticité, T'es pas sûr? euh, je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre parce que je sais pas si tout le monde dans la communauté Booktube ou Bookstar est authentique. Ouais, J'en c'est sais rien. ça que tu peux pas savoir. Ouais, Non, c'est pas. je peux pas savoir. Mm. Les gens que je suis et les gens que j'apprécie, pour moi, le sont. Mm. Après, tu Après, les connais pas dans la vraie vie. bah, Enfin, voilà. peut-être pas tous, peut-être tu me diras, Ouais. toi, si tu t'es fait des. Bah d'ailleurs, ouais, on peut y venir. Si tu t'es fait des amis en 7 ans quand même, c'est. Mm. Enfin, je crois que tu es une des. Parmi les personnes que j'ai interviewées, tu es la plus ancienne, je crois. C'est vrai, c'est cool Ouais. ça. En 7 ans, il y en a eu du monde. Ça a beaucoup circulé, ouais. Moi, il y a eu que du bon. Mm. Il y a eu que du bon dans les rencontres que j'ai faites et les amis que je me suis fait, même si ça n'a pas duré, même s'il y a eu des choses qui sont passées X ou Y, ça a toujours été des bonnes expériences. Je me souviens que en 2015, la première année où j'étais sur YouTube, j'avais rencontré Johanna, qui avait à l'époque une chaîne YouTube qui maintenant est surtout sur Bookstagram et qui est devenue autrice, qui a beaucoup de succès et je suis très contente pour elle. Et en fait, on avait créé une sorte de petit groupe d'amis, on était 4. Mm. Et on s'aimait tellement en fait qu'on a passé des vacances ensemble et c'était nous qui avions créé la première chaîne Booktube. Ça s'appelait le Sun and Books, on avait créé ça. Et je crois que c'était en 2016, il me semble que c'était en l'été 2016. Et en fait, le principe, c'était de proposer aux gens une vidéo par jour avec un booktuber différent chaque jour sur Ah le ouais, thème de... c'est ambitieux quand même.
Et on l'a vu aujourd'hui, on le voit qu'il y a des booktubeurs ou des bookstagrammeurs qui ont repris un peu l'idée, mais de base, je tiens à se dire, quand on est arrivé en 2016, ça n'existait pas. Et on a créé la chaîne, c'était énorme, hein, il y avait beaucoup de personnes qui avaient regardé, beaucoup de personnes qui avaient participé, des grosses têtes de YouTube, etc. Et après, ça a été décliné en plusieurs thématiques et c'est super. Donc voilà, on était un groupe d'amis. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a vécu des choses fortes ensemble. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu aussi, on me voit, donc je vais pas le cacher, on me voit faire des vidéos avec elle, avec Louise je sais plus comment s'appelait sa chaîne. J'ai oublié parce que du coup, elle est plus active sur YouTube, mais voilà, ça a été une fille que j'ai tenue en estime pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, je pense à Marion de la chaîne Marion du Bookstagram. Ouais, je t'entends souvent parler d'elle. Ouais, on s'est rencontrés en 2020, on a commencé à parler en 2020 et pendant le confinement. Et en fait, on a tissé une amitié toutes les deux et on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et c'est une fille que j'adore, on s'est déjà vu plusieurs fois en vrai, je passe du temps chez elle et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours des amitiés pérennes, mais c'est pas nécessairement des mauvaises expériences non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste des belles rencontres et je regrette absolument rien. Et j'ai pas eu de mauvaises expériences, je crois pas. Et il y a même des personnes que je n'ai jamais vues en vrai, avec qui j'ai eu l'occasion de parler et d'échanger, que j'aime beaucoup. Je pense à Cédric Armen, je pense à Emma de la Bouquinade, le compte Instagram Rosenbooks, je crois. Enfin bref, voilà, il y a eu beaucoup de personnes. Que j'ai rencontrées et à chaque fois c'était positif. Ok, cool. Si tu peux, si tu as des bons liens avec notre créateur de contenu. Ouais, c'est vrai que c'est top. D'ailleurs, pour revenir en termes de création, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu liais vachement, tu liais vachement, non, mais tu mentionnais vachement ta formation dans l'enseignement supérieur, parce que c'est une grosse partie de ta vie en ce moment, je suppose. Et du coup, est-ce que tu peux détailler un peu ta formation après le lycée et ce que tu fais maintenant à la Nouvelle-Orléans? Ouais. Donc après le lycée, moi j'ai un bac L. Je suis partie à Strasbourg pour faire une licence d'anglais, LLCE. Après, je me suis dirigée vers un master MEF parce que potentiellement, je voulais enseigner l'anglais en France. Au bout d'un an, j'ai arrêté parce que le système éducatif français m'a totalement déprimée. D'accord. Et ne me convenait pas parce que je trouve que c'est une absurdité sans nom. Donc, je me suis dirigée vers un master en édition que j'ai fait pendant 2 ans où j'ai rencontré une de mes meilleures potes là-bas. Et après ce master, j'ai eu l'opportunité donc de partir aux États-Unis pour faire un autre master. Donc cette fois-ci, c'était dans l'État de New York, dans le nord, dans la ville de Syracuse. Donc j'ai refait un master de 2 ans autour de la littérature et des études francophones en général. Et à la fin de ce master, alors que j'avais plus l'intention de faire d'études et que j'étais un petit peu saoulée par tout ça, je me suis finalement dit pourquoi pas continuer. En fait, voilà, j'aime bien la recherche, j'aime bien écrire, j'aime bien le sujet que je traite en ce moment, parce qu'à l'époque, c'était les femmes et l'Algérie, surtout. D'accord. Et donc, j'ai commencé à postuler à des doctorats aux États-Unis, à plusieurs universités, et j'ai fait mon choix. Et ça s'est arrêté sur la Nouvelle-Orléans, l'université de Tulane. Et donc, je suis actuellement, donc je travaille dans ce département-là, dans le département français, à Tulane. Et moi, ce que je fais là en ce moment, c'est des recherches sur des notions liées à l'immigration, à la guerre des mémoires, aux descendants de la guerre d'Algérie, et à des questions liées à l'identité, mais aussi au traumatisme que cause le colonialisme.
Et Ah, c'est des thématiques hyper touchantes. ouais, c'est très dur. Franchement, c'est là en ce moment, ça va un peu mieux, mais j'ai eu une période il y a quelques semaines où j'étais vraiment dans une vague creuse, tu vois, où j'étais en mode c'est dur pour moi de lire tout ça parce que je suis concernée. Ça me touche personnellement et lire des choses, des témoignages, c'est très, très, très. Mentalement, c'est vraiment drainant. Et Au-delà du fait qu'un doctorat soit fatigant et oui, soit très. Ça demande énormément de travail et de discipline. Le fait que j'ai choisi un sujet qui me touche et me concerne, ça rajoute vraiment une sorte de charge mentale qui est parfois difficile à gérer. Voilà. Mais ça me d'accord. plaît. Voilà, ça me plaît. Franchement, je me plains pas, j'ai beaucoup de chance. Et comment déjà pour en revenir au master, comment tu comparais, est-ce que le système éducatif français et comment dire, états-unien est comparable et quels points positifs et négatifs tu vois aux deux? Alors, il y a moins de cours aux États-Unis dans le master. Moi, mon master, par exemple, le premier semestre, alors ça s'organise en semestre, mais je crois que c'était pareil en France. Le premier semestre, j'avais quelque chose comme 4 cours. Ah ouais, c'est tout? Ok. Oui, voilà, donc ça, c'est une des différences majeures. Après, niveau devoir, par contre, tu as moins de cours, mais tu as beaucoup plus de devoirs. Investissement personnel à Ouais, côté. ouais, ça restait quand même très, mine de rien, ça restait très, très drainant. Une des choses que j'ai remarqué qui m'a un peu frappée, c'est la manière dont les professeurs interagissaient avec nous. Puisque en France, on a vraiment une éducation avec une hiérarchie qui est très marquée. On n'a pas l'habitude d'avoir des compliments de la part des professeurs. On a une notation qui favorise comment je peux dire, une notation où en fait ce que tu fais de bien ne compte pas, c'est ce que tu fais de mal qui va déterminer si tu as une bonne note ou pas. Donc c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si imaginons, voilà, tu écris une dissertation, c'est les fautes que tu vas faire dans la dissertation ou les choses que tu ne cites pas ou tu vois, les petites faiblesses de ta dissertation qui vont faire que tu vas avoir des points en moins. Tu vois, c'est pas une notation positive, c'est une notation négative. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Et c'est vrai que moi, ça m'a choqué de recevoir des commentaires de la part de mes profs qui me disaient « Ah, c'est excellent, c'est parfait. » Ah oui. C'est vrai que moi non plus, ouais, de toute ma scolarité. Enfin, peut-être en primaire, et encore, mais voilà. Mais oui, mais c'est ce que je te dis, en France, on a tellement l'habitude, et ça m'a sauté aux yeux. Et c'est aussi un extrême aux États-Unis parce que tu dis, non, mais elle me dit, mais c'est excellent, mais c'est impossible que ce soit excellent, tu vois. Mais c'est juste la manière d'interagir avec les élèves. Il faut aussi garder en tête que l'éducation est payante aux États-Unis. Donc, dans ma première fac à Syracuse, les frais d'inscription étaient de 50 000, je crois. Ah oui. 50 000, donc les élèves sont des clients. Voilà. Donc, il y a ce rapport aussi qui change avec les professeurs. Hein. Parce qu'on a un professeur, mais on a aussi des élèves qui sont clients. Donc, ça change aussi la manière dont les élèves se comportent avec toi. Parce que moi, j'enseignais aussi. Donc, j'étais à la fois élève et prof. Et c'est vrai que j'avais parfois des élèves qui me parlaient comme s'ils avaient des droits sur moi. Ah oui, parce qu'ils avaient payé. Parce qu'ils payent pour être là. Donc, ils me payent techniquement. Donc, il y a vraiment des rapports qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a en France. Mais c'est vrai que moi, ça me choque du coup, le fait que je sois là depuis plusieurs années, ça me choque de voir comment en France on traite les élèves. Et ça se voit, je pense, dans les études qui ont été menées, surtout pendant le confinement, où on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient en dépression, beaucoup d'élèves qui ont du mal en fait à poursuivre leurs études. Et je pense clairement que ça en fait partie parce qu'on est n'est pas trop autoritaire. Voilà, on n'est pas encouragé. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance, je trouve, dans le système éducatif. Alors supérieur, hein, je parle, pas spécialement secondaire, mais il n'y a pas beaucoup de bienveillance et on n'est pas traité comme des égaux. Et ça joue sur le moral, je pense. Ok. Merci pour ta comparaison.
Et du coup, pour en venir à du coup, ce que tu fais maintenant, est-ce que tu as le droit de préciser ton sujet de thèse ou pas? Alors j'adorerais, mais je l'ai pas encore. D'accord. Ok. Euh, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Moi, je me spécialise sur l'histoire des Harkis, particulièrement. Donc, les Harkis sont les Algériens natifs qui se sont alliés à la France pendant la révolution algérienne, qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation très compliquée puisque l'Algérie les renie totalement. Mm. Et la France leur a promis des choses qui ne leur a jamais été données. Elle leur a promis la protection et ça n'a pas été. Ça a été une promesse qui a été totalement bafouée. Et aujourd'hui, en fait, en France, on parle de guerre des mémoires, puisque les historiens constatent qu'il y a qu'il y a des tensions entre les différents groupes qui sont issus de la guerre d'Algérie. Donc, je pense aux Pieds Noirs, aux Harkis, justement, aux descendants d'immigrés algériens. Voilà, et chaque groupe, selon les historiens, se place en victime et veut favoriser son histoire par rapport à celle des autres. Et moi, je m'intéresse à ça. Voilà, je m'intéresse aux tensions qui se déroulent en ce moment en France. Donc, c'est très, 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 très moderne, très Ah contemporain. ouais, Et c'est actuel, ok. ouais, c'est un peu délicat à gérer parce qu'il y a des ramifications sociales, il y a des ramifications historiques, bien entendu, psychiatriques, puisqu'on parle de traumatisme aussi générationnel. Donc, comment est-ce que ça se joue aujourd'hui? Quels sont les enjeux? Voilà, donc j'ai une idée Mm. de où je me dirige, mais justement, ce semestre, c'est l'occasion pour moi de savoir exactement quelle va être ma problématique et dans quelle direction je vais me diriger pour ma thèse. Bah, je te souhaite bon courage. Merci. Je voulais te demander, ouais, du coup, est-ce que si c'est pas indiscret, est-ce que tu es suivi psychologiquement pour à côté de ça, enfin pour du coup par rapport au témoignage que tu absorbes en fait tes recherches? Non, pas du tout. Je non, c'est quelque chose que j'essaye de gérer toute seule. Donc, D'accord, ça reste difficile, mais non, je suis pas suivie pour ça. d'accord. Et du coup, comment tu mêles enfin, je suppose que tu t'imprègnes un peu de ce que tu apprends dans tes recherches la, ou la méthode en fait comment dire, de travail. Est-ce que tu la transposes aussi dans ta création de contenu? Oui, je pense. Je pense que moi, une de mes déformations professionnelles, c'est de voir tout d'un œil critique. Mm. Je suis quelqu'un qui est très, T'es pas très la critique. seule qui me dit ça. C'est vrai? Bah, Souheila, si elle passe par là, elle a aussi un regard assez critique. Enfin, je sais pas si c'est pas lié à ses études, mais en tout cas, par rapport à sa création de contenu, oui. Mhm. Mais vas-y, tu peux continuer. Je voulais juste D'accord. continuer. Moi, je pense que c'est dû à mes études et c'est dû à ma déconstruction personnelle. Mm. Quand tu prends l'habitude de déconstruire des choses qu'on t'instruit, de déconstruire certains comportements, certaines phrases, certains mots, du coup, ça devient un mécanisme. Et étant donné que moi, je suis chercheuse et que je fais de la recherche, mon but aussi, c'est de déconstruire. Je ne peux pas prendre tout pour acquis. Ouais, pour argent comptant, ouais, c'est. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour argent comptant. Donc, et c'est quelque chose que je fais pas mal dans mes lectures. Et pas spécialement volontairement d'ailleurs, mais c'est pour ça que je suis parfois très critique sur certains livres. Mm. Je pense notamment à des livres de romance qui, moi, à chaque fois mérissent le poil parce que je retrouve des choses qui sont tellement à l'opposé de ce que de mes valeurs et de ce que je pense être bon Mm. que du coup, automatiquement, ça se répercute dans mes vidéos, j'en parle, je suis critique. Je pense que cet aspect-là se retrouve vachement dans mon contenu. Ouais, c'est ce que je remarque quand tu fais tes chroniques de livres, t'argumentes vachement. Enfin, ça se distingue vachement de ce que moi enfin, de pas ce que j'ai l'habitude de regarder, mais de ce que j'ai l'habitude de voir passer en mode, oh, j'aime bien les personnages, machin. Toi, tu vas vraiment au cœur de l'intrigue et de la psychologie des personnages. Et du coup, ouais, j'aime bien comment tu chroniques en fait tes livres. Merci, ça me fait très plaisir. Je pense que Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois, d'apporter un petit côté éducatif, mm, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est un peu de la prévention et ouais, de Ouais, l'éducation. Mais ouais, c'est pas j'essaie. quelque chose qu'on voit souvent, enfin, même que ce soit dans les chroniques YouTube ou Insta. Mm. Et est-ce que tu consommes du contenu littéraire? Et Oui, si oui, sous quelle plateforme? oui, je consomme du contenu littéraire. Je suis quelques comptes sur Bookstagram. Je continue à suivre des comptes YouTube. Alors, j'ai, j'essaye en fait de découvrir des nouveaux comptes, mais je t'avoue que je suis beaucoup des personnes qui sont là depuis un petit moment D'accord. et parce que j'ai l'habitude. Donc ouais, Séverine par exemple. Bon là en ce moment je regarde plus trop ses vidéos, mais je la suis toujours un peu. Euh, je pense à Margot Liseuse aussi, qui est la seule en fait booktubeuse ancienne pour le coup Mm. que je suis parce que je la trouve très douce et que ses vidéos sont très cocooning. Ouais, c'est cosy, tranquille. Ouais, et j'aime bien mettre ses vidéos en fond sonore et je fais autre chose à côté, j'aime beaucoup. Mm. Nina Quill aussi, Nina Quill. Alors c'est pas une ancienne, mais j'aime bien regarder ses vlogs, je les trouve assez distrayants. Et pareil, ça me donne un. En fait, je me rends compte que les personnes que je regarde et que je suis sont des personnes qui sont à l'opposé de qui je suis et de mon mode de vie. D'accord. Tu vois, par exemple Nina Quill, Mm. elle le dit elle-même, tu vois, elle est dépressive Mm. et elle sort très peu de chez elle, ce qui est totalement l'inverse de mon mode de vie, puisque moi, mon mode de vie, c'est de vivre de l'autre côté de l'Atlantique, en fait. Et de sortir tous les jours et de faire beaucoup d'activités. Pareil pour Margot Liseuse. Margot Liseuse, c'est quelqu'un qui est très, en tout cas de ce que je peux voir, très routinière. Ouais. Et moi, c'est tout l'inverse. Justement, je ne suis pas très fan de la routine. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Mais je pense que ça me procure un sentiment de confort de voir ça. Et ça me rattache un peu à la vie que je peux avoir quand je rentre en France et que je suis chez mes parents, voilà, où j'ai un mode de vie très, très simple et très routinier, justement. Donc, il y a un petit côté Madeleine de Proust, on va dire, quand je regarde Ok. leur vie. Et tu y retournes souvent, du coup, Chez mes parents, ouais, en France? ouais, bah, dès que je peux. En fait, j'y retourne 2 fois par an. J'y retourne l'été et là, je vais y retourner en hiver. D'accord. Et du coup, par rapport à ton contenu, enfin, à ta création de contenu, comment tu allies, enfin, est-ce que tu as comment dire, ton rapport à la lecture en termes de rythme, de genre littéraire, ça a un impact sur ta création de contenu? Ça avait un impact avant. Avant, je me mettais vraiment une pression pour lire souvent, pour acheter des livres, en fait, surtout. Je me souviens qu'à l'époque, j'achetais des livres et automatiquement, je pensais à quel book haul j'allais faire, quelle vidéo je pouvais faire, etc. Et c'était des livres que je lisais pas spécialement, Mm. donc c'était pas très sain. Et aujourd'hui, je t'avoue, pour le coup, je suis une lectrice assez minimaliste. Je veux dire, si on regarde mes vidéos, on voit que dans l'arrière-plan, il y a une bibliothèque avec littéralement genre 5 étagères et c'est tout ce que j'ai. En fait, c'est tous les livres que j'ai. Je suis plus du tout dans dans une sorte de surconsommation du Mm. livre. Je l'ai été, mais je ne le suis plus parce que j'en vois pas l'intérêt. Moi, j'aime pas spécialement garder mes livres en plus. Si ça n'a pas été des coups de cœur, je les garde pas. Donc, ça n'influence plus vraiment, en fait. Le fait que je sois sur Booktube, ça n'influence plus ma manière de consommer et ma manière de lire. Bon, oui, alors ça influence quand j'ai une idée de vidéo en tête. Par exemple, je ne lis que de la romance pendant 2 mois. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne ferais pas si je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc, Oui, étant donné que voilà, t'aimes pas trop ça. Enfin, voilà, du moins les commencer. romances toxiques. Voilà. Non, mais en général, la romance, j'avoue que c'est pas trop mon truc. La romance pure, en tout cas. Mm. Ou même, là, je pense à une vidéo que j'ai faite récemment sur... Ah oui, comment séduire un homme? J'ai pas encore regardé, mais c'était Non, ça. mais franchement, c'est le genre de livre quand je l'ai vu, je me suis dit, bah ça va être pour une vidéo YouTube, en fait. Mais pour moi-même, je l'aurais jamais acheté. Donc ça influence comme ça, mais pas... ça reste une bonne influence, je pense. Je pense. Ok. Je veux aussi un peu axer
la discussion autour de la représentation. Et donc, t'es d'origine algérienne. Et est-ce que, enfin, en tant que femme minorisée, tu t'es déjà sentie représentée dans la communauté littéraire en termes de, soit au sein des créateurs, soit au sein des livres que tu as l'habitude de lire? Et est-ce que c'est quelque chose que tu recherches activement pour, Alors, pour te divertir, entre guillemets, quand tu lis de la fiction, mais pas forcément par rapport à tes études, du coup, où là, forcément, c'est lié, mais... mm. Je pense que je recherchais de la représentation quand moi-même je me cherchais identitairement parlant. Mm. Aujourd'hui, je ne recherche plus ça. Il y a un côté de moi qui ne recherche plus parce que j'ai un peu abandonné. Donc, Ah ouais, ok. pour répondre à ta question, non, je ne me sens pas représentée. Mm. Et il y a un autre côté de moi qui ne le recherche plus parce que je me suis trouvée, parce que je sais qui je suis et que je n'ai plus besoin de repères. Je n'ai plus besoin de ça, de D'accord. représenter. Je ne me sens pas représentée dans les livres. Après, au sein de la communauté, je ne connais pas tout le monde. Donc, Mm. j'ai trouvé des filles comme Hajar, de la chaîne Hajar Read, que j'aime beaucoup, qui est marocaine et qui a à peu près le même engagement activiste, militant que moi. Donc, c'est une fille à qui je fais totalement confiance au niveau des lectures. Et du coup, je sais que si elle présente un livre qui va parler de racisme ou de féminisme, je vais me retrouver dans ce type de lutte. Au sein des livres, moi, j'ai totalement lâché l'affaire, tout comme j'ai lâché l'affaire. D'accord. C'est triste, je te jure, c'est triste. Bah ouais. La vérité. Et tout comme j'ai lâché l'affaire de me voir représentée dans des films ou dans des dessins animés, quoi. Aujourd'hui, je retrouve en fait des essais écrits par des femmes algériennes, franco-algériennes, qui écrivent en français, ça je le retrouve, mais je suis incapable aujourd'hui de te donner un titre de livre de fiction Mm. qui met en scène une héroïne franco-algérienne. Voilà, quelque chose de young adulte, par exemple. Ouais, je sais Je suis même pas incapable. si ça existe. Enfin, Voilà, tu vois, d'accord. ouais. Totalement incapable. Et Mm. j'aimerais tellement, ça j'adorerais, tu vois, j'adorerais lire un livre young adulte qui se passe un peu en Algérie et tout, et c'est de la fiction, et c'est des... Enfin, ce serait génial, mais Mm. j'en ai aucun en tête, là, tu vois. Donc ah non, j'ai lâché l'affaire. Ah ouais, ça y est. Ok. Ouais, c'est triste. Enfin, la manière dont évolue ouais, l'édition française. Ouais, je sais pas si c'est parce que peut-être qu'il y a ce genre de livre, il y a certainement ce genre de livre qui est publié en Algérie. Je suis sûre qu'il va y avoir de la fiction avec des héroïnes et des héros qui sont algériens et ça se passe en Algérie. Ça n'a rien à voir avec du Mm. militantisme antiraciste, etc. Parce que moi, à chaque fois que je lis ça, il y a un militantisme derrière. Il y a Mm. une intention derrière et ça reste même si c'est de la fiction, ça reste des choses avec un but. Je pense à Assia Djebar, qui est une des plus grandes autrices algériennes, qui était une des plus grandes autrices algériennes. Elle a écrit beaucoup d'œuvres de fiction, mais à chaque fois, ça parlait des femmes, ça parlait de la guerre d'Algérie. Il y avait toujours quelque chose derrière, il y avait toujours une intention. C'est ce qu'on disait. Pardon, excuse-moi de te couper. On disait ouais, avec d'autres invités que quand on voyait des œuvres ouais, de fiction avec des minorités, fallait toujours qu'il y ait un combat ou un truc hyper poignant derrière, alors que nous, on veut juste se divertir, quoi. Exactement. La fiction pour de la fiction, je n'en connais pas, en tout cas qui concerne l'Algérie, et encore moins une protagoniste franco-algérienne. Là, ce serait encore plus demandé, là, je pense. Donc, Ok. Et tu trouves ça aux États-Unis ou pas? non, ah ben non. Aux États-Unis, quand je parle de l'Algérie, il faut que Enfin, comment ils j'explique. voient ouais, leur regard sur Ah les mais ils ne personnes savent d'Afrique du Nord? pas, mais ils savent. Ils connaissent pas. Aux États-Unis, quand je parle d'Algérie, je dois leur expliquer que c'est à côté du Maroc. Le Maroc est très connu aux États-Unis. Ok. Ça va, ça ils savent. L'Algérie, beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas eu autant d'immigration. Alors, il y a eu une immigration algérienne, plus au Canada en tout cas. Il y a eu une immigration algérienne, il y a une communauté assez importante en Californie notamment, mais c'est les Marocains
surtout les Marocains séfarades, les Juifs marocains, qui sont pas mal présents aux États-Unis. Donc, quand ici il y a des restaurants, ça va être des restaurants marocains, un peu tunisiens. Je sais qu'ici il y a un restaurant tunisien, mais là dans l'Algérie, j'avoue que c'est pas très très présent dans la réalité immédiate en Amérique du Nord en tout cas. Donc moi, non, quand je parle d'Algérie, je dois dire mais c'est en Afrique du Nord, à côté du Maroc. Ah d'accord. D'accord. T'es obligé de citer un pays qui est pas le tien. Ah oui, bah déjà que c'est vrai que en dehors des États-Unis, ils sont pas très éduqués sur la géographie, ça c'est vrai. D'accord. Donc, c'est pas qu'un cliché, c'est ça? Ah ouais. Ok. Et comment tu te sens maintenant au sein de la communauté littéraire enfin, comment tu t'es sentie avant de partir étudier à New York puis à la Nouvelle-Orléans? Enfin, dans l'État de New York, pardon. Et maintenant que tu y es, en fait, comment tu vois ton évolution Enfin, comment tu te vois? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas comment formuler. Comment je me situe au sein de la communauté littéraire. Je pense que quand je suis partie, donc c'était en 2018, pour moi, je faisais encore partie de la communauté parce que il y avait une implication personnelle et aussi parce que je publiais de manière assez fréquente. Aujourd'hui, je me considère, je ne sais pas comment les gens me perçoivent, mais pour moi, je ne fais pas partie de la communauté littéraire. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe en ce moment, je vois les nouvelles têtes qui sortent, je vois les gens qui apparaissent, qui font des choses, et pour moi, je suis tellement loin de ces personnes que, à la fois physiquement, tu vois, mais aussi dans mon contenu, que du coup, j'ai l'impression d'être une meuf. Même pas booktubeuse, juste une meuf qui fait des vidéos sur les livres. Je me considère plus comme booktubeuse. Je pense pas, je suis pas particulièrement en lien avec les maisons d'édition. Je poste parfois pas. Là, j'ai pas posté depuis un mois. J'ai à peine repris depuis quelques semaines. Je lis pas autant que les booktubeuses ou les bookstagrammeuses que je vois sont populaires. Je lis pas la même chose. J'ai une approche différente du livre. J'ai plus une approche critique, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois. Une approche critique et moins dans le plaisir. J'essaye, bien sûr, mais est-ce que tu as envie de venir avec cette approche critique sur ta chaîne, de proposer ça? Parce que moi, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais avoir et je pense qu'il y a d'autres créatrices de contenu qui n'attendent que ça. Hein. Peut-être qu'elles ne le manifestent pas, mais... C'est ce que tu aimerais avoir en tant que consommatrice ou en tant que... ouais, c'est ça. D'accord. Parce que toi, est-ce que tu fais des chroniques? Oui, j'en fais, moins qu'avant. Alors, quand j'ai commencé, je t'avoue que je lisais un peu de tout, donc je m'attardais pas forcément sur comment dire, la psychologie des personnages. C'était plus une impression de lecture un avis. Et quand j'ai commencé à orienter mes lectures d'un point de vue représentation, questionnement des normes sociétales, quand j'ai commencé à lire avec des livres avec des personnages, comme je l'ai mentionné dans mon intro, qui sont pas conformes aux normes sociétales, là j'ai commencé à écrire de manière un peu plus élaborée, entre guillemets. Je mets des gros guillemets parce que je suis pas forcément quelqu'un qui écrit très bien, mais voilà. Et ouais, même dans mon contenu, je fais uniquement des sélections avec des livres ayant de la représentation, un voice si possible. En fait, j'ai eu un shift cette année parce que j'en ai eu marre, je sais pas. Mais ouais, j'avais envie d'avoir pareil un regard un peu plus critique sur la communauté et pas faire croire aux autres que c'était parfait, qu'on est dans le monde des bisounours alors qu'il y a plein de dysfonctionnements en fait qui heurtent tout un tas de personnes, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dis que tu te diriges plus vers les livres on voice, etc. Qu'est-ce que tu penses
des livres qui ne sont pas on voice, c'est-à-dire qu'ils vont traiter des sujets qui ont attrait à des minorités ou à des choses spécifiques, mais les auteurs ou les autrices ne sont pas concernés directement. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou est-ce que tu peux quand même lire ce genre de livre? Les deux. Alors, je peux être réticente et oser le lire. Mais ma critique va forcément être beaucoup plus sévère en fait, parce que si je sais pas si la personne, enfin moi automatiquement ce que je vais me demander c'est est-ce qu'il y a une relecture sensible, est-ce qu'il y a à la fin du livre, au début, tout un répertoire bibliographique, enfin voilà quoi. Moi je vais automatiquement penser à des justifications quoi. Donc, mais je sais pas si cette année j'ai vraiment lu un livre qui était pas on voice. Je sais pas. Mais ouais, je vais être beaucoup plus critique si je suis avertie, quoi. Parce qu'après, je sais pas forcément toujours si c'est on voice ou pas. Des fois, c'est un peu ambigu. Je sais pas. Ouais. Mais ouais. Ouais. On va arriver vers la fin du podcast. Est-ce que tu as une invitée à me recommander que tu verrais sur ce podcast? Alors peut-être que tu l'as déjà contactée. En fille que je te conseille, que j'aime beaucoup suivre moi-même, c'est Lydie is Writing. Ah oui, elle fera partie de mon podcast. Ah, ça me fait plaisir. Parce que franchement, ses posts sont vraiment très intéressants. Elle fait beaucoup de awareness, de sensibilisation sur pas mal de sujets, sur le fait d'incorporer des personnages noirs dans les écrits et tout. Et j'adore suivre cette fille, je la trouve très pertinente. Donc si elle est dans notre podcast, c'est excellent. Bah, elle sera au début. Enfin, je crois qu'elle arrivera la 2e semaine. Très bon choix. Bah écoute, si t'as pas d'autres, c'est pas grave. Au moins, t'as pensé à des profils auxquels j'avais pensé, donc. Bah, tu sais, en vrai, il y a pas, en fait, là, maintenant qu'on en parle, il n'y a pas tant de personnes. Bah, après, je sais pas ce que tu entends par minoré, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que les personnes ne s'identifient pas comme minorées elles-mêmes, mais quand je pense à des personnes racisées, en tout cas, bah, je pense à Iman, mais je la suis pas personnellement, donc je ne peux pas trop la conseiller, je sais pas trop ce qu'elle fait. Ouais, bah, elle fera partie du podcast également. Tu vois, ça, c'est quand même très réduit, hein. C'est pas, on n'est pas non plus des masses, donc c'est pour ça que bah, t'as déjà pensé à elle, quoi, parce que bah, c'est les premières qui viennent à l'esprit. Ouais, bah de toute façon, après je sais que Elodie Aude, elle avait fait tout un répertoire dans ses stories à la une en présentant des créatrices de contenu afro-caribéennes, donc je pense que je vais aussi piocher là-dessus. Puis après, il y a les autres créatrices aussi qui me recommandent des gens, donc je pense peut-être on voit pas les personnes qui sont peut-être les moins actifs. On voit pas les moins actifs. Oui, c'est sûr. Mais ouais. Oui, j'espère que ça pourra perdurer et que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer sur les. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment. Mon intention, c'est que les gens se lancent sur les réseaux parce que tu sais pas forcément à quoi t'attendre, mais. En tout cas, c'est ça. Surtout aujourd'hui, je pense que pour se lancer sur les réseaux, il faut avoir une bonne stratégie de communication. C'est triste à dire, mais c'est primordial pour être visible. Et puis peut-être se méfier, je pense, parce qu'à l'époque, on était amis avec tout le monde, et voilà. Là, je constate que il y a quand même pas trop le cas. Voilà, on est d'accord. Donc, il y a quand même pas mal de drama de ce que je peux voir. Moi, c'est pour ça aussi que je te dis que je fais plus trop partie de la communauté, parce que je me sens tellement en dehors de tout ça. Je suis vraiment spectatrice de drama, des gens qui se mentionnent sur Twitter, etc. Parfois, je vois ça et je sais même pas de qui ils parlent, de quoi est-ce qu'ils parlent. Enfin, bref, c'est pas plus mal. Je suis bien contente. Ouais, franchement, c'est peut-être. Enfin, après, moi, je sais pas sur Twitter, donc je regarde pas, mais. Moi, des fois, on me montre, en fait. Je suis pas Ah sur Twitter non plus. J'ai toujours voulu j'ai jamais été sur Twitter. Ouais, Parfois,
on m'envoie des trucs et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être une boumeuse, tu sais. Qui parle quoi de... Bref. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a peut-être de l'indignement, surtout quand ça touche les personnes racisées ou, ou queer, enfin, des gens qui cumulent les minorités, en fait. Ouais, mais tu vois, par exemple, alors c'est un avis très personnel, mais moi, je suis contre la représentation pour de la représentation. Pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt de juste incorporer des personnes. Après, voilà, comme je dis, pour moi, donc c'est vraiment mon avis, parce que moi, je n'ai plus besoin de représentation. Oui. Tu vois, par exemple, je pense au tollé qu'a fait l'histoire La Petite Sirène. On peut en parler. Tu vois, le fait que La Petite Sirène soit noire, puis il y a un film qui va sortir, La Petite Sirène est noire. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce que de base, en fait, pour moi, c'est de la représentation pour la représentation. C'est Disney qui décide d'être inclusif alors que Disney ne l'a jamais été, que Disney promeut des stéréotypes racistes depuis des années. Je pense à Aladdin, notamment, où genre dans la première chanson, on parle de barbares, on parle d'une civilisation barbare, et là maintenant, ils nous mettent une actrice noire alors que de base, La Petite Sirène ne l'est pas. Je pense que faire un film... mais après, c'est un personnage fictif, du coup, est-ce que ça a vraiment une importance qu'elle soit... Enfin, ça dépend. Je dis, ça dépend de l'intérêt. Ça dépend de l'intention. L'intention, oui. Voilà, ça dépend de l'intention. Ça aurait été génial de faire un film avec parce qu'effectivement, c'est un personnage fictif, avec une sirène noire, et tu as toute l'histoire de l'esclavage derrière, tu vois, parce que on a eu, tu vois, dans l'esclavagisme, dans le commerce triangulaire, il y a eu énormément de personnes qui sont mortes dans les bateaux. Oui, c'est un commentaire qui a été mentionné, du coup, aux personnes, on va dire, racistes, qui ont eu des propos racistes en disant, mais si vous vous rappelez bien, on a aussi été jetés en mer, en fait. Mais, oui. Ouais, voilà. T'imagines, un film là-dessus, ça aurait été incroyable. Et là l'intention, pour moi, l'intention, elle y était. Aujourd'hui, et c'est comme ça que je vois la chose, le fait qu'on ait une petite sirène noire, pour moi, j'ai juste l'impression que Disney essaye de se racheter une image. Et c'est ça qui me déplaît. C'est genre... Oui, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, le film Mulan, qui est sorti, donc le film, je crois que c'est sorti en 2020, on avait un film qui était pas du tout pertinent en termes de culture, de costumes, etc., parce que le staff n'avait rien à voir avec cette culture chinoise. On avait un staff totalement blanc. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc, et maintenant, Disney prétend être un peu déconstruit et vient... C'est ça. Je pense que c'est une frappe marketing. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est genre... Après, je ne suis pas une très grande consommatrice de films, donc... C'est utiliser les minorités pour se redorer une image, redorer une image. Par contre, c'est vrai que quand je vois des vidéos, parce que j'en ai vu beaucoup, de petites filles noires qui étaient hyper heureuses, ça fait du baume au cœur. Ça donne énormément de baume au cœur. Et parce qu'elles en ont besoin. Tu vois, si on revient à cette idée d'avoir besoin de représentation. Moi, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Je vois ça d'un œil critique. Je me dis, ouais, ça me dérange pas qu'elles soient noires, je m'en fiche, très sincèrement. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'ils font ça aujourd'hui alors que... Ouais, tu vois, tu penses direct à la justification. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en termes de représentation, pour des petites filles, c'est génial. Et dans les livres, c'est pareil. Je me dis, pourquoi mettre absolument... Quelle est l'intention derrière? Est-ce que ça... Enfin, c'est vraiment ça, moi, la question que je me pose. Mais ça reste une bonne chose, hein. Attention, hein. Qu'il y ait plus de représentation, qu'on soit plus inclusif. Dans tous les cas, ça reste une bonne chose. Parfois, c'est fait de manière maladroite. Parfois, il n'y a pas toujours des bonnes intentions, comme dans le cas de Disney, je pense. Mais ça reste une bonne chose, en tout cas pour les lecteurs et les téléspectateurs qui ont besoin de cette représentation pour se trouver et pour poursuivre leur quête identitaire. Voilà. Sur ce, j'avoue que je voulais aussi aborder l'aspect un peu d'auteur problématique. Parce que du coup, vu que tu as un regard critique sur la chose, je me dis que ça aurait pu être... Mais après, on peut quand même en parler. Enfin, si t'as... Oui, bien sûr, si tu veux, vas-y. C'est pas du tout une question que j'avais prévue. Mais est-ce que ça te dérange, toi, de lire... des auteurs ou auteurices problématiques,
parce que tu sais d'avance que tu vas apporter un regard critique sur ta lecture et que tu le fais pas forcément pour le plaisir, ou est-ce que au contraire tu t'en fiches et si t'as pas à émettre, enfin tu vas pas forcément émettre un avis là-dessus, tu le lis parce que t'as envie quoi. C'est quoi problématique pour toi? Ah oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas défini. Problématique, c'est dans le sens. Alors, il peut y avoir plusieurs aspects. Ça peut être, par exemple, un auteur qui va offenser certaines communautés dans ses textes. Mmh. Ça peut être un auteur qui va tenir des propos racistes, transphobes, queerphobes dans ses textes, que ce soit textuellement ou insinué. Ça peut être quelqu'un qui a commis les pires crimes au monde et qui soit capable d'être publié. Ouais, c'est vrai qu'il y a, en fait, il n'y a pas qu'une définition propre. Je regarde enfin, quand je dis problématique, je regarde souvent l'humain, en fait. La personne en elle-même, comment elle va retranscrire sa personnalité dans son œuvre. Bah, c'est vrai que problématique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais ça dépend énormément des gens. Tu vois, ce qui est problématique pour toi ne le sera pas spécialement pour moi et vice-versa. Moi, ce que j'entends dans ta question, et dis-moi si je me trompe, c'est sépares-tu l'œuvre de l'artiste? Oui, plus ou moins, oui. Alors, c'est une question très vaste. Pour aller rapidement, je dirais non, je n'aime pas séparer l'œuvre de l'artiste. Parce que je suis chercheuse et que dans le cadre de la recherche, séparer l'œuvre de l'artiste, ça te cache tout un pan de l'œuvre, justement, tu vois. Connaître l'artiste, savoir dans quel contexte il a grandi, etc., comment il se place par rapport à un certain sujet, pour moi, c'est primordial dans la recherche. Maintenant, dans le divertissement, voilà comment je vois la chose. Je pense que ce n'est pas toujours possible de séparer l'œuvre de l'artiste. Mais ce que j'essaye de faire, moi, à mon échelle, c'est de ne pas apporter d'argent et de visibilité à des artistes qui sont encore vivants, en tout cas. Je pense par exemple à Victor Hugo. On a déjà parlé de choses qu'il avait faites, de choses qu'il avait dites, surtout par rapport aux colonies qui sont extrêmement problématiques. La réputation de Victor Hugo n'est plus à faire. Elle est faite, elle est inscrite dans le marbre. Pareil pour Edgar Allan Poe, qui est un de mes auteurs préférés, qui a marié sa cousine qui avait à l'époque quelque chose comme 13 ou 14 ans. Voilà, c'est quelque chose de très problématique aujourd'hui, bien entendu. La réputation d'Edgar Allan Poe n'est plus à faire. Dans le cadre des créateurs et des artistes contemporains qui sont encore vivants et qui bénéficient encore de cette notoriété, je préfère ne pas leur donner de crédit, ne pas leur donner de visibilité. Donc, je ne vais pas acheter leurs livres. Je ne vais pas aller voir leurs films. Voilà. Je ne vais pas contribuer à leur visibilité médiatique. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et en plus, je peux m'en passer, très clairement. C'est pas des... Et voilà, je n'ai pas besoin de voir leurs films. Je peux m'en passer et c'est comme ça que je milite personnellement. Après, c'est une question très... Oui, ça, tu peux en faire un mémoire dessus. C'est très vaste et chacun son truc, mais moi je vois pas l'intérêt de séparer. Pourquoi faire en fait? Pourquoi est-ce qu'on veut séparer et souvent en fait c'est une carte qu'on offre plus aux hommes qu'aux femmes, j'ai remarqué. Et j'ai l'impression, si une femme, alors j'ai pas d'exemple à te donner, c'est vraiment juste une impression que j'ai eue récemment où je me dis à chaque fois c'est une question qu'on se pose dans le cadre d'hommes qui ont eu des propos ou qui ont fait des choses atroces. Mais rarement pour les femmes. Tu vois, pour les femmes, on se pose beaucoup moins la question de est-ce qu'on leur donne du crédit, est-ce qu'elles méritent l'attention, etc. Beaucoup plus une carte qu'on accorde aux hommes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je t'avoue que j'ai pas forcément... Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux, là. Enfin, dans les... Ouais, dans les... J'ai pas vraiment d'exemple où je peux te citer plus de gens qui ont été mis en avant que d'autres, malgré leur comportement. Bah, Et, juste, et moi, souvent, tu vois, justement, je peux te citer des hommes pour lesquels le débat de faut-il séparer l'homme de l'artiste est valable et pour lequel c'est très présent. Je ne peux pas te citer de femmes. Là, maintenant, tout de suite, là, ça me vient pas à l'esprit. Alors que je peux te citer au moins 5-6 hommes. C'est ça. Mm. Là, je réfléchis, les femmes, je sais pas, là, tout de suite. Mais par contre, les hommes, oui. Polanski, etc., tu vois. Oui, oui. Voilà. Bah après, là, après, en artiste contemporaine, je pensais plus à, Oui, je par sais ce que exemple, tu... Sarah Gimas ou... Ah, d'accord, je pensais que tu allais dire... Non, en fait, je retire ce que j'ai dit. J.K. Rowling, bien sûr. Ah oui, oui, Tu aussi. vois. Et Sarah Gimas, pourquoi? Je suis curieuse. Pourquoi? Il y a eu... en fait, elle a fait une saga où il y avait pas mal de contenu sexuel qui a été... euh, dont le livre ont été classés en, en jeunesse, young adulte, au lieu d'être classés en adulte. Mais après ça, est-ce que c'est vraiment elle qui l'a décidé ou pas? Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme avec Sarah Gimas? Il y a eu pas mal d'appropriation culturelle. Ok. Euh, alors honnêtement, je saurais pas te donner les exemples là en tête. Je sais que Suela, elle a fait un post dessus sur pourquoi. Enfin, elle a cité aussi, ouais, j'ai Christophe et elle a fait un post sur Sarah Gimas. Ok, bah j'irai voir. J'irai me renseigner. Curieuse. Mm. Et après, il n'y a pas eu de. Ouais, C'est c'est vrai vrai que qu'en femme. J.K. Rowling, c'est vraiment pour moi la Oui, femme qui est dans la sauce, quoi. ouais, controversée. Mais est-ce que ça lui sert pas quelque part? Enfin, qu'on parle autant d'elle, que ce soit négativement ou positivement. Ah, là, pour le coup, je pense pas, tu vois. Ah là, pour le coup, parce que Ah ouais? encore, ça pourrait lui servir si elle avait pas, eu la célébrité avant. Mais là, en fait, elle était au top du top et il y a eu ce truc. Et là, pour le coup, je pense que ça la dessert plus qu'autre chose parce qu'il y a des gens qui boycottent sincèrement le truc. Même les acteurs. Il n'y a pas eu la Oui, réunion oui. récemment. Il y a eu une réunion Ouais, j'en ai entendu parler. Mais elle voilà, n'était où pas là. elle était même pas là. Donc là, pour le coup, je suis pas sûre que ça lui serve, hein, le bad buzz. Hein. Ouais, je sais pas. Pourtant, j'en entends autant parler dans la communauté littéraire. Enfin, je sais pas. Mais ouais, à creuser. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ouais, alors du coup, on peut me retrouver sur Instagram et sur YouTube sous le pseudonyme Lire avec Lilia, Lilia Lylia. Voilà, c'est là où je suis le plus active. Ok. Bah, je te remercie encore une fois de m'avoir consacré de ton temps pour cet échange. J'ai appris plein de trucs. Bah, merci à toi, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Moi aussi. Je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode du podcast Un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.